Il y avait une femme nommée Fanda qui vivait depuis plusieurs années sous le poids des contradictions de la ville. Elle avait quitté la chaleur protectrice de son village natal, Kakoko, pour les lumières éphémères de Kinshasa, et malgré tout le confort apparent et les promesses d'un avenir meilleur, son cœur se serrait souvent d'un malaise qu'elle n'arrivait plus à nommer. Fanda était belle d'une beauté que l'on dit simple mais qui, dans la foule, attirait les regards comme une flamme appelle les papillons. Elle avait épousé Marc, un homme aux manières séduisantes et aux promesses faciles. Marc vivait dans la logique d'un foyer polygame qu'il revendiquait comme un droit acquis et, pourtant, n'hésitait pas à courir après les numéros de téléphone des étudiantes, à s'attarder dans des bars à l'allure suspecte, à offrir des sourires calculés à qui voulait bien les recevoir. Au début, Fanda avait connu la jalousie aiguë, cette piqûre quotidienne qui rend les matins amers et les nuits peuplées d'attentes et de soupçons. Elle avait essayé le dialogue, les reproches feutrés, les regards assassins, les tentatives de séduction renouvelées pour regagner l'attention de Marc. Mais plus elle cherchait, plus Marc se détournait, comme s'il préférait la conquête au maintien, le secret au partage. Un jour, épuisé et humilié par une nouvelle découverte, un message sur le téléphone de Marc, un rendez-vous bientôt. Fanda prit une décision qui allait la ramener aux racines de sa terre et de sa foi. Elle quitta Kinshasa pour le village de Kakoko, situé à 60 km. Un village plane au bord d'une rivière, où la vie suit encore le rythme des saisons et où les savoirs anciens n'ont pas été entièrement avalés par la modernité. Elle prit le bus bondé, serrant contre sa poitrine un petit sac contenant peu de choses, quelques vêtements, une photo d'elle et Marc le jour de leur mariage, et une certitude faible mais obstinée: il lui fallait l'aide d'un marabout, d'un homme de sagesse et de mystère, pour reprendre la maîtrise de sa vie et, si possible, de son mari. À l'arrivée, Kakoko l'accueillit avec la familiarité d'un lieu qui n'a pas besoin de s'excuser d'être ce qu'il est. Le ventilateur du marché tournait lentement, la rivière murmurait au loin, un groupe d'enfants jouait en tournant autour d'un manguier et, au fond, le petit caseau de Kafolo se détachait comme une tache sombre sur la plaine dorée. Kafolo, le marabout, n'était pas un de ces hommes aux regards fuyants ou aux promesses floues, on le disait juste, sévère et capable de dire la vérité même lorsqu'elle blesse. Quand Fanda arriva, la poussière du voyage encore sur ses sandales, il l'écouta sans interrompre, la tête inclinée comme un vieux tam-tam qui recueille des paroles. Elle raconta tout, la jalousie, les poisons subtils de la ville, les numéros pris, les mensonges à demi effacés, l'angoisse qui lui rongeait les nuits. Kafolo la regarda, et il fut surpris non pas de son récit mais de sa détermination. Comment une femme aussi résolue, ou aussi capable d'effort, pouvait-elle laisser la maîtrise de son destin à la main d'un mari frivole? Il prit une grande respiration, posa une main rugueuse sur le bord de sa table, et déclara d'un ton qui se voulait à la fois défiant et protecteur: « Madame, j'ai compris ton souci. Pour que je t'accorde l'aide que tu souhaites, il faudra passer par des épreuves. Si tu acceptes, je te donnerai ce que tu demandes. Si tu recules, retiens que la vie se chargera de répondre à ta place. » Fanda, qui venait pour cela, n'hésita pas, elle accepta. Et Kafolo, pour tester son engagement, lui exposa des conditions qui, à l'entendre, semblaient impossibles. « Va cette nuit dans le cimetière de Kakoko, passe-y la nuit, et le matin apporte-moi le crâne d'un enfant de 8 ans et du sable pris sur la tombe du chef coutumier, dit-il d'abord. » Le visage de Fanda pâlit, non tant à la vue des mots que parce qu'elle sentait la portée symbolique d'un tel acte. Elle comprenait que l'on lui demandait d'affronter les tabous, de marcher au-delà de la peur, de toucher au sens même de la perte et de la mémoire. Toutefois, elle n'eut pas l'intention d'ôter une vie. Chez Kafolo, comme dans tant de vieilles maisons du village, les prescriptions du rituel n'étaient pas toujours littérales. Le crâne pouvait être un objet ancien, un os millénaire conservé dans le sanctuaire des ancêtres, ou une effigie sculptée en terre cuite représentant un enfant protecteur. La vraie épreuve était de savoir si elle osait s'exposer à l'effroi, à la solitude, à la rencontre de ce que l'on nomme l'autre monde. Dans la nuit qui suivit, Fanda alla au cimetière, les tombes paraissaient des silhouettes immobiles, la lune brossait d'argent les têtes de pierre, et le vent portait parfois le râle lointain d'un chien. Elle passa la nuit à écouter son cœur, à compter sa détresse aux étoiles, à se rappeler son enfance à Kakoko, les jambes de sa mère, le sourire de son père, la rivière qui offrait ses confidences au saule. Au petit matin, avec le courage glissé dans sa poche, elle entra dans le sanctuaire où l'on gardait des reliques. Il était là, posé sur un lit de feuilles, un petit crâne qui n'était pas l'objet d'un crime récent mais la relique d'un enfant qui avait vécu autrefois et qui, au sein du village, avait été élevé au rang d'esprit protecteur. Elle prit de la tombe du chef coutumier un peu de sable qui sentait la fumée et l'herbe sèche, et retourna au caseau du marabout. Kafolo la regarda, feignit l'étonnement, puis déclara: « Voici le second test. Amène-moi un lionceau arraché aux mamelles de sa mère et un petit serpent vipérin noir de la forêt. »
Cette injonction fit frémir non seulement l'échine de Fanda mais aussi ses valeurs profondes. Cependant, l'intention de Cafolo n'était pas de pousser à la cruauté mais d'éprouver sa capacité à s'insérer dans l'ordre sauvage, à approcher la part d'ombre sans détruire. Fanda savait que le village entretenait des histoires de bêtes qui apparaissaient lors des saisons de sécheresse, que certains animaux, en vieillissant, abandonnaient parfois leurs petits au bord des chemins. Chez les anciens, il existait aussi la croyance que certaines créatures se laissaient capturer par ceux qui avaient le cœur pur et qui ne voulaient que leur protection. Elle partit donc à la lisière de la forêt, accompagnée d'un guide du village, un homme au visage ridé qui connaissait les sentes et les caches des animaux. Le guide lui narra une vérité que la ville lui avait effacée. À Kakoko, la nature n'était pas une adversaire mais une autre forme de famille, et les animaux eux-mêmes connaissaient, parfois, la dette du village. 3 jours plus tard, après des heures d'attente dans un fourré, ils trouvèrent un petit lionceau orphelin, amaigri mais vivant, qui s'était réfugié sous les racines d'un termitier. Il n'avait pas été arraché à sa mère par la main humaine mais retrouvé seul, abandonné par les circonstances du sort. Ils trouvèrent aussi, niché sous une pierre chaude, un petit serpent noir, une vipère qui, par un heureux hasard, était blessée au bout de la queue et qui se laissa prendre, comme si l'univers décidait de prêter à Fanda ce que Cafolo demandait sans que l'on verse le sang gratuit. Lorsqu'elle revint, portant dans ses bras le petit fardeau vivant, Cafolo inclina la tête, non sans une fierté contenue. « Tu as su respecter la vie tout en répondant à la demande. C'est déjà un signe. » Le marabout, dont les yeux avaient la profondeur des eaux stagnantes, la regarda et dit, pour la dernière fois, « Va à la rivière, prends de l'eau uniquement avec tes 2 mains et remplis le mortier placé aux racines du baobab 5 qui est à 2 km d'ici. » Ce dernier défi, dit avec la gravité d'un oracle, semblait pourtant le plus simple. Pourtant, c'est souvent quand la demande paraît la plus simple que l'âme vacille. Fanda s'étonna de ne pas recevoir une épreuve qui nécessitait ruse ou force. Elle alla à la rivière, et dans le rituel de remplir le mortier, elle sentit la symbolique du geste. Prendre l'eau avec ses mains signifie s'engager à manipuler la vie avec délicatesse. Remplir le mortier, c'est rassembler les éléments pour la cuisson, la création, la transformation. Au retour, elle avait les mains humides, le cœur moins lourd. Cafolo l'introduisit dans sa case, et à son grand étonnement, il prononça des mots qui firent trembler leur sens. « Maman Fanda, tu ne mérites pas d'être ici. Comment as-tu pu réaliser de grandes choses comme ça et manquer les tactiques pour maîtriser ton mari qui est pourtant un homme facile à manipuler? Va, observe-le, et fais ce qu'il veut, il sera entièrement à toi seul. » Ces mots, déconcertants de prime abord, n'étaient pas une formule magique mais une leçon d'humilité. Le marabout voulait lui montrer que la maîtrise ne s'obtient pas par la contrainte mais par la compréhension des désirs, par la transformation de son propre regard sur l'autre. Fanda repartit pour Kinshasa avec dans son sac les petites billes qu'elle avait ramenées, le lionceau et la vipère, qui demeuraient pour quelque temps sous la garde d'un allié du village et la certitude d'un plan à tisser. De retour dans la ville, elle observa Marc comme on étudie une rivière avant d'y jeter une pierre. Elle repéra ses habitudes, ses faiblesses, ses petites vanités. Elle ne voulut pas user de sort ni d'humiliation publique. Elle comprit que le chemin vers le cœur d'un homme qui aime la conquête passait par le dévoilement de sa propre valeur. Fanda décida d'être imprévisible. Elle recommença à s'habiller comme à ses 20 ans, non pour plaire aux autres, mais pour ceux. Rappelée qui elle était, elle reprit des cours de couture le soir, trouva une clientèle organisée pour vendre des pagnes qu'elle dessinait, se remit à chanter lorsque la rivière de Kakoko lui revenait en mémoire. Plus encore, elle cultiva la dignité. Lorsque Marc tentait de l'appeler, elle ne répondait pas immédiatement. Elle se faisait désirer non pour jouer mais pour préserver son temps, sa force intérieure. Lentement, sans manœuvre vile, sans injure, Marc commença à regarder différemment. Les regards d'autrefois, ceux qu'il offrait aux étudiantes, se firent moins assurés. Il trouvait dans la maison des questions nouvelles, des silences qui n'étaient pas des reproches mais des frontières. Un soir, après que Fanda eut préparé un dîner simple mais soigné, Marc entra et la trouva semblable à une présence qu'il n'avait pas su évaluer. « Tu es différente, » dit-il, et il y avait dans sa voix une pointe de regret mais aussi une curiosité nouvelle. Fanda répondit sans illusion, « Je suis revenu à ce que je suis, sans plus te supplier de m'aimer. » Elles furent des paroles comme des pierres posées sur l'eau, créant des ondulations. Marc, qui aimait toujours l'idée de se sentir désirable, sentit une perte d'emprise et, comme tout homme qui se sait fragile face à la singularité d'une femme, chercha à comprendre ce glissement. Ce qui changea vraiment, toutefois, ce fut l'intervention subtile de Cafolo, non par des sorts directs mais par des signes. Il envoya au village des nouvelles, des offrandes, et la rumeur d'une femme qui avait affronté la nuit, qui avait ramené des bêtes vivantes et qui avait appris à remplir un mortier aux racines d'un baobab, prit une forme presque mythique. Le mythe,
comme souvent, modifia la réalité, les oncles de Marc commencèrent à s'entretenir, les aînés proposèrent à Marc de se rappeler des limites du respect, et Marc sentit peu à peu qu'il n'était plus exactement le centre du monde que lui-même avait cru diriger. Fanda, qui avait appris à observer et à s'approprier sa liberté, ne se contenta pas d'attendre la reconquête de son mari, elle posa des conditions claires pour l'avenir, le respect mutuel, la transparence, la fin des mensonges qui se glissent dans les téléphones. Quand Marc refusa, elle ne céda pas, quand il revint plus tard, les mains vides mais le visage sérieux, elle sut que la vraie victoire n'était pas de le tenir prisonnier mais de regarder le futur avec des yeux qui ne se laissaient plus duper. Les jours passèrent, le lionceau, soigné par un protecteur de Kakoko, retrouva la force et fut donné au centre de protection des animaux sauvages où il pourrait vivre en paix. La vipère, remise en liberté au cœur de la forêt, prolongea l'équilibre des sentiers. Ces gestes firent partie intégrante de la transformation, rien n'était acquis par la domination, tout par la réconciliation avec le vivant. La chaîne YouTube de Fanda, qu'elle baptisa Lampion Stories en hommage à la lumière douce qui guide l'éveillé, commença à partager, sous la forme de contes et de confidences, ce qu'elle avait vécu. Elle n'y raconta pas les détails macabres, au contraire, elle transforma les épreuves en leçons, la nuit au cimetière devint un récit sur la mémoire des ancêtres, le crâne relique se métamorphosa en symbole de continuité, le lionceau et la vipère furent des personnages d'une fable sur le respect de la nature, et le mortier rempli d'eau fut la métaphore d'un cœur que l'on remplit et vide selon la manière dont on le manipule. Les auditeurs virent en Fanda une femme qui avait choisi la dignité plutôt que la vengeance, la création plutôt que la destruction. Lampion Stories grandit, non par la violence des potins mais par la sincérité d'un récit rendu universel par sa modestie. Ainsi, la maîtrise du mari, que Fanda était venue chercher comme une ambition personnelle, prit une forme inattendue, elle ne devint pas un contrôle absolu mais la reconquête d'elle-même. Kafolo, de son côté, sourit en observant les nouvelles du village et reçut parfois des visiteurs venus lui demander comment il avait conseillé une femme à la fois simple et si obstinée. Il répondit toujours avec la même phrase, la vraie magie est dans la transformation intérieure, tout le reste n'est que poudre aux yeux. Et Fanda, assise un soir au bord de la rivière de Kakoko, regardant les reflets s'étirer comme des mots sur l'eau, sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle n'avait pas tué l'amour ni le désir, elle les avait réorientés, enseignés, mis à l'épreuve, elle avait appris que la maîtrise ne se gagne pas par la possession mais par la dignité, la cohérence et la capacité à poser des limites. Marc, quant à lui, apprit douloureusement que l'on ne reconquiert pas une femme en la traitant comme une conquête passagère, il fallait du temps, du respect, et une honnêteté qui n'est parfois des choses les plus simples, comme poser le téléphone et écouter. Le village de Kakoko, avec ses baobabs et ses tombes sacrées, resta ce lieu où les épreuves deviennent histoire et les histoires deviennent leçons. Lampion Stories continua à éclairer des veillées, et Fanda sut que, loin de la ville et près de la rivière, elle avait retrouvé sa voie. Sa vie n'était pas parfaite, il y eut des nuits encore pleines de doutes et des jours d'orgueil mal placé, mais chaque matin elle se levait avec la certitude d'avoir choisi la voie qui honorait sa valeur. Et quand, parfois, les anciens se réunissaient autour d'un feu, ils racontaient l'histoire d'une femme qui, venue chercher un remède magique, trouva la force en elle-même, et qui apprit, au prix d'épreuves symboliques, que la plus grande magie est celle qui transforme le cœur sans briser le monde.